Merci. Bonjour à tous. C'est parti alors. Ok, donc une petite présentation rapide. A priori, c'est le slide le plus chiant de la presse. Olivier Dazzini, voilà, c'est moi. Je suis dans l'écosystème MySQL depuis une quinzaine d'années maintenant, en tant que DBA, consultant, etc., etc., etc. Bref, chose importante dans le slide, si vous voulez rester au fait de l'actualité MySQL, c'est mon Twitter, FreshDaz, et puis mon blog également, où j'essaie de vulgariser MySQL, dazzini.net/blog, tout simplement. Ok, donc au niveau de... Donc c'est un programme assez chargé, j'espère pouvoir tenir... Dans les 35 minutes, 30-35 minutes pour laisser un peu de questions pour la fin. L'idée, c'est de faire une petite introduction, histoire de me chauffer la voix sur qu'est-ce que MySQL aujourd'hui. Donc, ce sera assez court, mais donner quelques informations. Ça va nous amener à une des features, une des choses importantes pour nous, la haute disponibilité. La haute disponibilité qui est au cœur de cette présentation, où je vais vous présenter MySQL InnoDB Cluster, une nouvelle solution de haute disponibilité disponible dans MySQL. Et puis, normalement, si je ne suis pas trop mauvais, j'aurai du temps pour faire une petite démo également. Ok, donc, qui n'a jamais développé avec MySQL? Ok, donc, voilà, MySQL, c'est une des bases de données les plus populaires au monde, base de données open source les plus populaires au monde. Dans le cloud, c'est la base la plus utilisée. Et c'est, je pense qu'on peut dire, la base la plus utilisée au monde. Donc, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, et on travaille fort pour que ce soit vrai également demain. Juste pour donner une petite idée, donc très très utilisé également par un certain nombre d'entreprises, Facebook, Twitter, etc., etc., vous les connaissez toutes. Mais l'idée, c'est que ces entreprises-là, il y a pas mal de unicorns dedans, l'idée, c'est surtout d'aller une certaine flexibilité, d'aller vite, de sortir des produits assez rapidement, et il faut avoir les bons outils. Les anglo-saxons sont souvent assez pragmatiques. Si l'outil n'est pas bon, ils le dégagent et ils en prennent un autre. Ce qui est intéressant également, c'est une question que j'avais souvent il y a une dizaine d'années, un peu moins maintenant, mais voilà, j'ai quelques centaines de gigas, j'ai quelques terras, est-ce qu'il est adapté ou pas, etc. C'est pas forcément la bonne façon de présenter les choses, de juste donner des chiffres bruts. Mais en tout cas, si on veut parler de chiffres, il y a un certain nombre d'utilisateurs, de clients en fait, qui utilisent MySQL at scale. C'est le cas de Facebook, plus de 2 milliards d'utilisateurs. C'est le cas de PayPal, plus de 100 Tera, etc., etc. Donc la notion de chiffre, c'est pas vraiment ça la problématique. C'est plus une question de comment l'utiliser, comment l'opérer, l'industrialiser, etc., etc. Mais en tout cas, ils l'utilisent et ils ont l'air contents avec. Information intéressante également, c'est une question qui revient de temps en temps. Le business model, donc dans l'open source, c'est assez compliqué de gagner de l'argent en fait, notamment en tant que base de données, où il y a très peu finalement de bases de données qui arrivent à gagner de l'argent. Gagner de l'argent, ça sert à quoi? À payer les développeurs notamment, pour faire avancer le produit, pour innover. Bon, voilà. Le modèle MySQL, il a finalement pas changé, c'est un modèle assez classique, depuis 2005, depuis 12 ans. Une version communautaire, GPL, la base de données MySQL, le core. Et puis autour, on essaie de rajouter du service, du support, des outils pour aider à industrialiser, etc. Et finalement, la partie commerciale, c'est essentiellement ça. Mais le core, il reste GPL open source. Okay. Le modèle n'a pas changé, par contre, ça c'était une grosse interrogation. Oracle a racheté Sun, qui avait acheté MySQL. Ça fait 7 ans maintenant. Le résultat, c'est plus de monde, notamment au niveau ingénierie. Donc, je parle de MySQL, mais il y a plein de produits aux alentours. Je parle également donc au niveau du support, au niveau de la QA, etc. Donc, en fait, plus de ressources pour aller plus vite. C'est un marché où il y a beaucoup d'offres, en fait, très concurrentiel. Donc, il faut aller vite et puis répondre aux besoins. Parmi ce qui a été produit depuis 5.6, donc un petit peu après le rachat d'Oracle, de MySQL par Oracle, plein de choses. Je ne vais pas les définir, mais plein de choses. Donc le produit continue à évoluer. Il continue à évoluer, il faut qu'on évolue vite, il faut qu'on se rapproche des nouveaux besoins. Donc pas mal de choses que je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, donc ça nous amène à la version 5.7. La version 5.7, c'est la version GA actuelle, qui est sortie il y a 1 an et demi. On a un cycle de release d'à peu près de 2 ans et demi. Donc ça veut dire que la prochaine version
va arriver assez vite, c'est MySQL 8, qui utilise MySQL 5.7. OK, 5.6, un peu plus, classique, et version précédente. Il y en a encore. OK. Donc 5.5 et avant, c'est la préhistoire. OK. Donc si vous voulez passer à autre chose, allez-y. 5.7, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Et la 8, ce sera encore mieux, évidemment. Donc dans 5.7, il y a un certain nombre de choses qui, en tant que de dev, qui n'est pas dev dans l'assistance. OK, je suis tout seul presque. OK. Donc notamment en tant que dev, le JSON, je pense que c'est quelque chose... voilà. Donc ça, c'était une forte demande qu'on a implémenté pour la 5.7. Document Store, on peut faire du Document Store avec MySQL, donc manipuler les collections avec mes documents JSON dedans. En gros, une utilisation de la MongoDB, c'est possible dans MySQL. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse et c'est quelque chose qu'on continue à améliorer. Et puis groupe application, qui sera le thème principal d'aujourd'hui. OK, donc, avec groupe application, en fait, bah, c'est notamment la partie achat qui est une grosse demande. Alors, le achat, l'idée, hein, c'est ça, c'est d'avoir un service qui tourne tout le temps, en fait, tout simplement. On imagine mal Amazon se dire, bon, ça y est, les 8 heures sur la côte ouest, on va tout éteindre, et on va rallumer tout à 8 heures le lendemain. Ça n'a pas de sens, et ça n'a pas de sens également pour pas mal de clients. Lorsqu'on parle de haute disponibilité, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte. En fait, il faut que toute ma chaîne applicative soit hautement disponible. Si je veux que mes bases ou qu'une petite partie hautement disponible, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Quand on parle de haute disponibilité, au niveau des facteurs, en fait, on s'aperçoit que c'est essentiellement une histoire de redondance. Avoir plusieurs data centers, avoir plusieurs cartes réseau, etc. etc. Et c'est également vrai pour la donnée, en fait. Donc j'aurai plusieurs copies de ma donnée, tout simplement. Pour la donnée, en fait, on va également un peu plus loin, parce que l'idée, c'est que si vous stockez vos données, en fait, c'est que vous y tenez, a priori. Sinon, ça ne sert à rien de les stocker ou de les laisser en mémoire, etc. Donc, si j'y tiens, je vais une certaine notion de sécurité, de cohérence, consistency en anglais. Et l'idée, c'est que ma base de données va également m'apporter ça, plusieurs copies des données, mais également, il faut qu'elle m'assure que ce que j'ai stocké, je vais pouvoir le récupérer, en fait, tout simplement. Au niveau des causes de panne, d'arrêt de service, voilà, 40 plus 40, ça fait 80. En gros, 80% des soucis sont liés de près ou de loin à une intervention humaine. Donc, le maillon faible, c'est l'être humain, c'est pas nouveau. Pour pallier à ça, en fait, on va essayer d'optimiser un certain nombre de choses. Et c'est ce que va nous apporter notamment Groupe Application, qui va également automatiser un certain nombre de choses. Et pourquoi on parle de haute disponibilité? Pourquoi c'est quasiment quelque chose d'obligatoire pour une grande majorité de produits? Parce que ça coûte, en fait, tout simplement. Ça coûte de l'argent, ça coûte sur la réputation, mais c'est un coût. Et l'idée, c'est qu'en fonction du coût, on va mettre une solution qui va permettre de minimiser les risques, tout simplement. Alors, je parlais de copie de données. D'un point de vue base de données, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en général, on parle de réplication, en fait, tout simplement. Okay, donc le principe de la réplication, j'ai des données qui sont écrites quelque part, elles vont être copiées ailleurs, tout simplement. Okay, ça vous parle? Easy. Dans l'écosystème SQL, j'ai plusieurs niveaux de réplication. Asynchrone, semi-synchrone, virtuellement synchrone, c'est sur ça que je vais insister aujourd'hui, et également synchrone. Okay, alors je ne vais pas forcément détailler tous les cas, mais en fait, c'est différentes solutions, différents avantages et des inconvénients. En gros, c'est une histoire de cohérence maximum versus performance maximale. En gros. Alors, pour zoomer un peu plus au niveau de la réplication, depuis 3.23, donc quasiment parmi les premières versions de MySQL, on a la réplication asynchrone. Okay, mon application écrit sur une instance et l'information va être répliquée. D'un point de vue applicatif, c'est ce qu'il y a de plus performant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai que la latence liée à l'écriture sur une instance. Par contre, d'un point de vue cohérence globale, c'est ce qu'il y a de plus dangereux parce que j'ai aucune certitude que l'information a été répliquée de l'autre côté. Okay, donc ça, c'est depuis 3.23. À partir de 5.5, on a sorti sous forme de plugin réplication semi-synchrone. L'idée, c'est que on se lève, l'autre serveur va envoyer un ACK pour dire c'est bon, j'ai l'information. Donc là, ça rajoute un niveau de cohérence supplémentaire. Par contre, il y a un coût.
évidemment, mon application elle sera verrouillée tant que je n'ai pas reçu l'ACK. Okay, après, il y a une histoire de timeout, etc. Je ne vais pas dans les détails. Le troisième mode, qui vient avec Group Application, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, donc je vais détailler par la suite. Juste pour fixer, avant de rentrer dans le détail de Group Application et DynoDB Cluster, quand on veut faire du achat, de toute façon avant il n'y avait pas le choix, avec MySQL, on utilisait essentiellement la réplication asynchrone, voire semi-synchrone. L'idée c'est celle-là. Mon application, elle va taper sur une instance, le master, celle qui est en rouge. Et puis, quand ça crache, si ça crache, il faut que je me débrouille en fait pour promouvoir une nouvelle instance qui est censée avoir les mêmes data en tant que nouveau master. Okay, donc ça, soit je le fais manuellement, soit je le fais au niveau applicatif, soit je peux utiliser des outils qui le font, comme MySQL RPA Admin ou MySQL Failover, qui font partie des MySQL Utilities, qui vont monitorer le master, et s'il tombe, ils vont promouvoir un des slaves master. L'inconvénient, il y en a deux, qui peuvent être des inconvénients ou pas, ça dépend du contexte. Le premier, c'est que l'intelligence pour faire le failover est en dehors du cluster. Donc dans certains cas, ça peut poser problème. Qu'est-ce qui se passe si mon failover ne peut plus contacter le master, par exemple? Trivial. Et puis l'autre souci, c'est que je suis en réplication asynchrone. Donc ça veut dire que quand je vais promouvoir un des slaves, j'aurai peut-être pas toutes les transactions. Donc je pourrais perdre de la donnée. Dans certains cas, c'est pas gênant, dans d'autres cas, ça peut l'être. Okay. Mais la plupart des solutions de hash avec MySQL sont basées sur ça. Il y a une autre technologie un peu moins connue qui s'appelle MySQL NDB Cluster, on n'a pas à confondre avec MySQL InnoDB Cluster, qui est également assez vieille comme technologie. C'est une des premières, des plus anciennes en tout cas, bases de données NoSQL. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de NoSQL, voilà, ce n'était pas un buzzword, mais concrètement, c'est ça. Historiquement, il n'y avait pas de couche SQL, elle a été ajoutée par la suite. L'idée, en fait, c'est que je peux me connecter en passant par MySQL, mais également Node.js, même PHP, etc., ou en natif C. L'idée, c'est que c'est une base de données distribuée en mémoire, avec auto-sharding, etc., Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que je n'ai juste, a priori, pas suffisamment de temps. Mais ça, c'est une technologie qui existe, un peu moins connue que MySQL Replication, mais qui est très utilisée dans les telcos. C'est-à-dire que vous avez votre téléphone portable, vous allez l'utiliser tout à l'heure, vous l'avez utilisé. Il y a un très très gros pourcentage de chances qu'il y ait du MySQL cluster dans la chaîne, tout simplement. Ok. Donc là, j'ai la voix un peu chaude, je pense, pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, MySQL InnoDB Cluster, qu'est-ce que c'est? C'est une collection d'outils, en fait, pour faciliter le achat dans MySQL. On peut le définir comme ça. Donc, ces outils, il y en a trois. MySQL Group Application. Donc ça, c'est la partie réplication achat, en fait. MySQL Router. Donc l'idée, c'est que je vais récupérer les transactions et je vais les distribuer sur mon groupe application, en fait, sur mes nœuds, ou un des nœuds. Et j'ai un troisième élément qui s'appelle MySQL Shell, qui est un client qui va me permettre, entre autres, je vais détailler par la suite, évidemment, mais qui va me permettre, entre autres, de déployer mon cluster. Et la démo, en fait, je vais faire la démo tout à l'heure avec tous ces outils-là. L'idée, en fait, les buts, c'est d'avoir quelque chose d'intégré dans MySQL, c'est un plugin. Groupe Application, c'est un plugin à activer. Facile à mettre en œuvre. La réplication, c'est facile à mettre en œuvre, mais on a voulu essayer de faciliter et de faire un pas supplémentaire dans la facilité d'utilisation. Et vous allez voir avec InnoDB Cluster, c'est simple de mettre un cluster en place. Alors, une autre vision, et je parlais de achat, de redondance, etc. Voilà, d'un point de vue architecture, on peut avoir quelque chose comme ça. J'ai mon application, j'ai mon routeur qui est sur mon host, mon application. Okay, mon application, elle va se connecter au routeur. Donc mon application, c'est comme si elle se connectait à une instance MySQL standalone classique. Okay, sauf que là, elle va se connecter à un routeur. Et c'est le routeur qui, lui, va diriger les requêtes vers mes nœuds, en fait. Okay. Mon groupe d'application, donc le thème, c'est Disponibilité. L'idée, c'est que c'est lui qui va se charger en cas de crash, de panne, de faire le failover de façon automatique, de gérer tout ça. Et puis, mon MySQL Shell, donc c'est l'outil qui va me permettre de déployer mon cluster. Alors, je vais détailler les différents éléments, les trois éléments, et je vais commencer par Group Application, qui est le gros du gros. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Paxos, je pense que c'est le mot-clé, pour si jamais ça vous intéresse, vous avez un peu de temps, c'est la thèse universitaire qui a été, je
sur laquelle on s'inspire pour faire ça. C'est pas forcément très simple, mais c'est assez intéressant. L'idée, en fait, on résume ça par du virtuellement synchrone. En fait, il y a une partie synchrone et il y a une partie asynchrone. Je vais détailler par la suite. L'autre point important, c'est que vous pouvez faire du InnoDB Cluster, du MySQL Group Application sur Linux, évidemment, mais sur Windows, enfin bref, sur toutes les plateformes où MySQL est supporté. Okay. L'autre chose qu'on peut dire dessus, c'est également une histoire de multi-master. Parmi les architectures avec MySQL Replication, il y a une architecture qui s'appelle le multi-master. On peut le faire, ce n'est pas forcément recommandé. Il y a pas mal de cas où ça peut poser problème. Mais là, on a une vraie solution de multi-master, donc je vais pouvoir écrire en parallèle sur plusieurs nœuds. Pourquoi là, ça va marcher? Parce que là, j'ai une notion de conflict detection et conflict resolution. Okay, je vais détailler par la suite également. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, parmi les mots-clés, donc clustering sans SPOF, donc j'ai pas de maillon faible. Si tu disparais, il n'y a plus rien qui marche. Ça, c'est le minimum qu'on demande d'une solution de clustering, évidemment. J'ai pas à gérer le failover. Si je reviens sur cette histoire de réplication où je dois gérer le failover à moi-même, ou avec un outil, mais qui est externe à mon cluster, là, le failover est géré automatiquement par mon groupe. Okay. D'autres choses intéressantes, mais l'autre point intéressant que je souligne, c'est no data loss. L'idée, c'est que comme j'ai une partie synchrone, c'est qu'en cas de failover, je suis sûr que mes transactions, enfin que je ne perds pas de transactions. Okay. Donc c'est un niveau de sécurité supplémentaire, sécurité au sens de transaction des données. Au niveau des cas d'utilisation, le principal, c'est ce que je vois pour l'essentiel quand on va chez les clients, c'est une alternative à la réplication classique, master slave, si j'ai besoin de HA. Okay, donc j'ai besoin de HA, je peux faire du MySQL slave, comme on a vu, master slave, comme on a vu. Je peux également utiliser group application. Si je fais un petit zoom, je ne vais pas tout détailler, mais si je fais un petit zoom, donc c'est la partie de droite, donc j'ai mon client, enfin, j'ai mon serveur MySQL, la partie verte. En fait, group application, c'est un plugin. C'est ce qu'on a voulu également activer facilement. Donc, par défaut, il est embarqué à partir de MySQL 5.7.17. Et si je veux transformer finalement mon serveur MySQL standalone en une base de données distribuée, j'active ce plugin-là sur tous mes nœuds, je le configure, et c'est parti. Okay. Et l'autre partie intéressante, c'est Group Communication Engine. En fait, c'est l'intelligence qui va me permettre de gérer. Si je compare encore avec la réplication classique, une réplication classique, j'ai une base de données distribuée virtuelle. Il n'y a pas vraiment d'intelligence entre les différents nœuds. Là, avec Group Application, j'ai une vraie base de données distribuée avec une intelligence entre les différents nœuds qui vont discuter. S'il y en a un qui disparaît, le cluster va se reconfigurer, etc. etc. Les performances. Donc, je ne vais pas détailler à 100%, mais l'idée, c'est qu'en jaune, j'ai quoi? J'ai la réplication asynchrone classique. Okay, plus c'est haut, plus ça va vite. Là, c'est un bench synthétique où on cherche le throughput. Les parties claires, en fait, c'est les parties en mode non durable. En gros, je cherche la performance maximale. On s'éloigne un peu de la réalité, donc je ne vais pas parler de cette partie-là, je vais parler des parties foncées. Okay, donc en jaune, j'ai la partie réplication classique, asynchrone. En bleu, j'ai la partie group application. L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'un côté, j'ai asynchrone, de l'autre côté, j'ai un virtuellement synchrone, qui a une partie notamment synchrone. Donc en termes de performance pure, de débit, throughput, j'ai forcément un coût. Okay, c'est une histoire de curseur, performance maximale, cohérence maximale. Okay, donc je perds en performance pure, par contre, je gagne en cohérence. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans les différents groupes de graphes, j'ai 3 nœuds, 5 nœuds, etc. etc. Ça, c'est vraiment intéressant. En fait, je vais gagner. Plus je rajoute de nœuds, plus je suis hautement disponible. Donc, plus je peux perdre des nœuds, en fait, tout simplement. Finalement, quand je rajoute des nœuds, malgré le fait qu'il y a un coût, parce que plus j'ai de nœuds, plus il y a de communication entre ces différents nœuds, finalement, le différentiel de performance est très très faible. Donc, je peux gagner en sécurité sans trop perdre de performance. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça, j'ai mis ça, c'est les 2 slides qui viennent, c'est surtout à titre informatif, mais la sécurité, voilà, on en parle, ça arrive souvent, c'est souvent un sujet chaud dans l'actualité, mais comme c'est du MySQL classique, donc toutes les procédures de niveau MySQL classique, je vais pouvoir les utiliser avec InnoDB Cluster, Group Application en l'occurrence, du SSL si je veux chiffrer. Je peux également une notion de IP whitelisting, je peux dire que ces serveurs-là peuvent faire partie de mon cluster. Je suis également, donc ça c'est bon pour aller un petit peu plus loin, mais également la possibilité d'accélérer mon flux de réplication en parallélisant en fait
les transactions qui sont répliquées. Plus important, c'est qu'il faut savoir que j'ai deux modes avec mon groupe application. Le mode par défaut, single primary mode. Donc le single primary mode, ça veut dire quoi? En fait, c'est le mode qui se rapproche le plus de la réplication. Réplication un master and slave. Sur le master, je fais les écritures. Sur les slaves, je peux lire si je veux scaler mes lectures. Groupe application, par défaut, il fonctionne comme ça. J'ai une notion de master. Alors, on l'appelle plus master, on l'appelle primary. Et j'ai une notion de secondaire. Okay, mais c'est la même chose. Donc le primary, il est en lecture-écriture et les secondaires sont en lecture seule. Mais c'est géré automatiquement par le cluster. Donc quand je vais le définir, il y en a un qui va se mettre en primaire, on pourra écrire dessus, et les autres qui vont répliquer les informations seront en secondaire, en read-only. Okay, c'est géré automatiquement, je n'ai rien à faire à mon niveau. Et l'autre mode, donc je dois le configurer, qui est le mode multi-primary, donc ça sert à faire du multi-master en fait. Donc là, tous mes nœuds vont pouvoir accepter les écritures. Okay, avec la règle du premier qui commit a raison, et ça je vais le définir par la suite. Alors, là j'ai un petit exemple, un petit schéma pour vous montrer un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc là j'ai 3 nœuds, et je fais une écriture sur le nœud 1, le nœud qui est rouge. Okay, donc j'ai une transaction classique, voilà, elle va être committée sur mon nœud. Une fois qu'elle est committée, elle va être broadcastée sur tous les autres nœuds. Donc ça c'est le côté synchrone. Okay, donc je vous disais virtuellement synchrone, j'ai une partie synchrone et une partie asynchrone. Ça c'est la partie synchrone, c'est ce qui m'assure le node data loss. Je vais envoyer sur tous les nœuds du cluster. On l'a envoyé sur tous les nœuds du cluster, donc j'envoie mes paquets. Et l'idée, c'est que j'ai besoin d'une majorité de nœuds qui répondent pour pouvoir passer à la suite. Donc j'attends pas que tous mes nœuds aient l'information, j'ai juste besoin d'une majorité, le quorum en fait. Donc, et quand je parle de majorité, le nœud sur lequel la transaction a lieu fait partie du quorum. Donc là, dans l'exemple, le nœud 1, où j'ai ma transaction, il s'envoie un ACK. Le nœud 2, il envoie un ACK, et à partir de là, je peux continuer. Donc ça veut dire, d'un point de vue client, moins de latence, en fait. Okay, alors, en zoomant encore un petit peu plus, voilà, j'ai une transaction, begin, mes requêtes, commit. Quand j'ai commité sur le master, donc là, dans la première partie, en gros, je suis comme en mode standalone. Si j'ai commité sur le master, c'est que la requête a pu passer. Elle est bonne, etc., etc. Par contre, ça me valide que sur le nœud, tout va bien, mais je n'ai pas encore validé qu'au niveau cluster, ça peut passer. Si je suis en mode single primary, je n'ai pas de souci, parce que je n'aurai pas d'autres écritures. Par contre, si je suis en mode multi-primary, ben, je peux avoir d'autres écritures. Des écritures notamment conflictuelles. Conflictuelles, c'est quoi? Ben, je vais écrire 2 écritures sur 2 nœuds différents qui vont taper sur le même enregistrement. Okay, et donc là, j'ai une phase de certification qui va me certifier que la transaction peut passer. Si j'ai un conflit, c'est la transaction la plus ancienne qui va passer, l'autre sera rollbacké. Okay, et puis après, après le reste, c'est asynchrone en fait. Donc, il n'y a rien qui va m'assurer que les nœuds auront exactement les mêmes informations au même moment. Okay, donc c'est le compromis entre purement asynchrone et purement synchrone. Pour zoomer, alors pour donner un petit flash sur cette histoire de conflit, quand je suis en standalone, j'ai 2 transactions qui vont taper sur le même enregistrement. Qu'est-ce qui se passe? La deuxième transaction, elle va être lockée, en fait, elle va être verrouillée. En attendant que la première commit ou rollback. Okay, et après, l'autre, elle peut continuer. Ça, c'est facile. Quand je suis en mode distribué, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme les instances, au moment où la requête s'exécute, ne communiquent pas encore entre elles, donc elle va passer sur les 2 nœuds. Okay, par contre, c'est au niveau de la certification où là, je vais voir qu'il y a un conflit, et c'est là où il y a une des transactions qui va être annulée. Okay, et donc, du coup, d'un point de vue de développement, donc ça, c'est plutôt pour vous, j'aurai cette erreur-là. Et donc là, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je peux rejouer la requête ou l'ignorer, mais voilà. Okay, donc ça, c'est quelque chose, c'est une différence entre une application standalone et une application en groupe application. Alors, monitoring, évidemment, j'ai des tables pour monitorer, etc. Je peux également utiliser l'outil MySQL Enterprise Monitor, qui me donne de super graphes et tout, etc. Voilà. En gauche, tout va bien. À droite, j'ai un nœud qui n'est pas connecté. Alors, comme il ne reste que 15 minutes, donc je vais accélérer un peu. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, je vais juste dire, c'est l'InnoDB. OK. Un point où je voulais, voilà, NoSQL API. Donc, comme je le disais un petit peu au début, avec MySQL, on peut faire du NoSQL, en fait, tout simplement. Si je veux faire du Key Value Store, on a implémenté l'API Memcache D dans InnoDB.
Donc je peux faire du même cache du Redis, du key value store dans MySQL. Et je peux également faire du document store à partir de 5.7.12. Voilà, une API CRUD sans avoir besoin de faire du SQL, manipuler des collections et mes documents. Okay, donc faire du MongoDB en gros. Voilà pour l'essentiel. Ok, bon, je suis pas mal. Bon, en gros, ça c'est pour dire tout ce que j'ai dit juste avant. Mais vous l'avez bien compris. Ok, donc deuxième élément, le routeur. Le routeur, c'est très simple en fait, c'est une sorte de proxy light. Voilà. L'idée c'est de ne pas forcément être intelligent, mais de faire peu de choses, mais de le faire bien et de façon performante. Okay, donc je reçois une requête, je la redirige quelque part. C'est ça l'idée. Donc là, mon application se connecte à mon routeur, et si je suis en single primary, par exemple, donc mon routeur il aura l'information de mon architecture au niveau de mon cluster, et donc il saura orienter mes requêtes sur mon nœud d'écriture, le primaire ou sur les secondaires. On verra comment. Et le troisième composant, MySQL Shell. Est-ce que ça parle à quelqu'un, MySQL Shell? Pas encore? Ok, vous allez voir, c'est super. Donc c'est un nouveau client texte MySQL. Donc il y a le client texte MySQL classique où je fais que du SQL. Là, c'est un nouveau client texte où je peux faire du JavaScript, du Python, et également du SQL évidemment. Donc ça va me permettre de gérer mon serveur comme le client texte par défaut. Mais je vous parlais de document store. En fait, je peux également utiliser avec mon API CRUD sans faire de SQL, en JavaScript ou en Python. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a également, c'est grâce à ça en fait que MySQL InnoDB Cluster va me permettre de déployer mon cluster Group Application. Donc j'ai toute une API, tout plein de méthodes pour pouvoir le faire, mais c'est ce qu'on verra juste après. Voilà. Juste rapidement, en 2 mots, le but en fait c'est d'avoir une solution où je vais pouvoir. Donc là, la première partie, c'est ce qu'on a, c'est cette partie, le rond là, mon cluster Group Application. L'idée c'est de pouvoir facilement rajouter des slaves, et puis l'étape d'après, ce sera facilement pouvoir sharder en fait. Okay, donc pouvoir répliquer mes architectures simplement au travers du shell. Je suis pas mal. J'ai pas été trop vite? Bon, j'ai laissé un peu de temps pour. Bon, de toute façon, je suis là les 2 jours, donc si vous voulez discuter par la suite, il n'y aura pas de problème. Ok, donc là, l'idée, c'est de montrer un peu comment ça fonctionne. Aussi, ce que je vais faire, en fait, donc, dans InnoDB Cluster, j'ai un mode sandbox où je peux tester en live, en local sur ma machine, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est pas ce que je ferai en production, évidemment, mais ce sera les mêmes étapes en production. Donc, je vais créer un cluster de 3 nœuds, et puis mon routeur, je vais le lier à mon cluster, et puis si j'ai le temps, je vais faire une petite démo de transaction. Donc, du coup, j'ai que 2 mains, donc ça va être compliqué de parler en même temps. Je pense que vous m'entendez là? Magique, parfait. Ok, donc, alors, je vais. Par contre, ça risque d'être petit. On va me dire si vous voyez ou pas. Jusqu'ici, ça va? Il n'y a pas grand-chose à voir. Non, si je veux me connecter à MySQL Shell, je fais MySQL SH. Vous voyez ou il faut que j'agrandisse? Non. Ah, faut baisser. Bon, puis je vois pas grand chose. C'est mieux là. Alors je vais agrandir un peu quand même. Non, pas trop. C'est bien comme ça? Ah, super. Cool. Oh, pardon. Désolé. Merci. Ok. Alors pour me connecter, il faut que je me remette de mes émotions. Pour me connecter à MySQL Shell, voilà, MySQL SH, et là je suis connecté. Bon, rien du tout, mais je suis connecté à MySQL Shell. Ok. Bon, j'aurais pas forcément le temps de jouer un petit peu avec, donc je vais aller droit au but. 10 minutes. Ok, ça marche. Arrête de mettre la pression, toi. Alors, là en fait, je vais. Je sais pas ce que j'essaie. Ouais, c'est écrit tout petit. Pour vous, ça va? Ok, bon, c'est l'essentiel. Je vais faire ça en aveugle. C'est vrai? Alors, c'est mieux là? Bon, pour moi aussi d'ailleurs. Alors, on recommence. Donc, je vais utiliser un objet DBA, et en fait, pour déployer ma sandbox, en fait, voilà. Je vais déployer une première instance. Donc là, je crée une instance MySQL classique, qui s'appelle MySQL 5.7.18, et je le crée sur le port 3310. Ok, donc il faut un mot de passe. Donc là, il me crée une instance MySQL. Okay, donc ça, a priori, dans la vraie vie, je ne le ferai pas à travers l'outil. J'aurai mes instances déjà MySQL créées. Ok, donc je peux le faire.
Voilà. Alors, je vais créer une deuxième instance, parce qu'il m'en faut plusieurs, 3 minimum. Hop. Un mot de passe super sécurisé. Donc, deuxième instance. Et puis, je vais en créer une troisième. Hein. Je fais un peu de spoil. C'est lent. OK, voilà. Donc là, une fois que j'ai rentré le mot de passe, j'ai mes 3 instances. À partir de là, maintenant, donc normalement, alors je ne vais pas le faire pour tout, mais normalement, dans la procédure, je vais vérifier en fait la configuration de mes instances. Donc j'ai une méthode pour ça, okay, qui me vérifie que mes instances sont compatibles Group Application. Donc là, bien sûr, c'est le mode sandbox, donc c'est compatible par défaut. Dans la vraie vie, il ne sera pas forcément compatible. Donc là, il va me dire ce qui ne va pas, est-ce que je dois changer comme paramètre. Il peut le faire automatiquement pour moi également. Okay. Après, une fois que tout est OK, ben, je vais me connecter en fait, à une des instances. Au hasard, la 3310. Voilà, là, je suis connecté. Je suis connecté à l'instance, 5, 7, 18, etc., etc. À partir de là, en fait, je vais commencer à créer mon cluster. Hop, j'ai créé mon cluster. Jusqu'ici, ça a l'air pas mal. Voilà. On dirait que c'est pas mal. Alors là, j'ai créé mon cluster. Je commence à créer mon cluster. Là, j'ai qu'un seul nœud. Évidemment, je ne suis pas hautement disponible, mais c'est un début. Okay. Donc là, maintenant, je vais lui rajouter des potes. Donc après, normalement, j'ai un check à faire, mais que je ne vais pas faire, parce que je sais que ça va marcher. Hyper confiant. Donc, à l'instance, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà, donc je rajoute l'instance, la deuxième instance, 3320. Et je vais rajouter la troisième instance, 3330. Et là, voilà, j'ai mon cluster qui est créé. Mes 3 nœuds sont en ligne. J'ai le premier nœud sur lequel j'ai créé qui est en read-write, donc c'est mon primaire. Okay, et mes 2 autres nœuds sont en read-only, c'est mes secondaires. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, en fait, donc là, l'étape 2, je ne la fais pas dans le shell, dans MySQL Shell, mais dans le shell, en fait, je vais juste lier mon routeur à mon cluster. Il suit, hein? Il est bon. Donc on retravaille ensemble. OK. Et donc là, en fait, il me propose deux ports en fait. Les 2 derniers, c'est pour la partie document store NoSQL, donc j'en parlerai pas. Il me propose un port en écriture et un port en lecture. Le port en écriture va rediriger mes requêtes vers mon primaire, quel qu'il soit. Et le port en lecture, c'est pour si je veux scaler mes lectures, qui va les rediriger sur les lectures. OK. Tout simplement. Donc, alors, je peux modifier le fichier de configuration si je veux, etc., etc. Je ne le ferai pas. Hop, je démarre mon cluster. Voilà, il est démarré. Et puis après, si je veux tester, donc je ne ferai pas le test, le grand test. Il me reste combien de temps? 5 minutes à peu près? 6 minutes? Oh, c'est du luxe. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser un peu de temps pour les questions. Mais là, juste... Tu prendras le micro pour les questions. Ouais, ça marche. Voilà, donc là en fait, je me suis juste connecté avec le client MySQL classique sur le port primaire. Okay. Donc là, il me renvoie sur le primaire. Si je me connectais sur le port secondaire, hop, on va faire ça. Ah, c'est beau la technologie. Hop, donc là il fait du round robin, le 20, le 30, le 20, le 30. Okay. Et si... je vois rien, moi. Non, c'est pas grave. Et si, tac, je vais faire rapidement, je vais casser en fait. Alors. Donc là, je vais me connecter. Alors, vous fermez les yeux, là, je rentre le mot de passe. Hein, sur le primaire. Voilà, je suis connecté. Je suis un ouf, je vais le tuer. Voilà, j'ai une instance, alors bien sûr pour la sandbox, hein, pour la vraie vie. Donc là, le primaire, je l'ai tué. Hein. Hop, j'essaie de voir des informations, il n'y a rien. Tac. Alors, si je retrouve mon... Non, c'est pas celle-là, elle était là, je la cherchais. Donc en fait, là, le groupe, il va se reconfigurer. Et puis une fois qu'il est reconfiguré, il va mettre à jour le cache de MySQL Router.
Et du coup, ben, là, je vois rien, mais je pense que vous voyez. Donc là, il a changé, on est à 30. Et là, ben, il n'y a plus qu'un seul secondaire. Donc voilà. Donc ça, c'est fait automatiquement. Donc d'un point de vue applicatif, c'est ce qui est intéressant. C'est que j'ai rien à faire, en fait. Ok. Je vais m'arrêter là. Merci. C'est bon. Je te garde pour la prochaine fois. Voilà, bon, j'ai mis toutes les étapes dans le support qui est disponible déjà sur SlideShare, si vous voulez. Et voilà, quelques liens également. J'ai blogué pas mal dessus, donc si jamais ça vous intéresse, allez-y. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Oui, parce qu'il y a des livres à gagner, donc il faut poser au moins une question. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ma question c'était, vous avez montré une configuration où il y avait un port lecture-écriture et un port lecture, donc ça veut dire que dans notre applicatif, on doit déclarer les deux pour, dans le cas d'écriture, de pointer sur un port spécifique. Alors, dans ton application, tu vas en déclarer qu'un seul, a priori, celui lecture-écriture. En fait, en gros, si vous voir, en gros, tu pars d'une application qui tape sur une seule instance. Okay, donc, tu vas te connecter sur un port, sur une adresse, sur un port. Okay, 3306, on va dire. Là, je peux modifier le fichier de configuration. Et là, si je mets le port lecture-écriture en 3306, ton application, il n'y a aucun changement à faire à ce niveau-là. Elle va toujours se connecter sur le routeur, en l'occurrence, mais sur le même port. Donc, pour elle, il n'y a aucun changement. Okay. Par contre, si pour des raisons de performance, tu veux scaler tes reads, tu as un gros volume de lecture, tu peux effectivement utiliser l'autre port. Et là, dans l'application, effectivement, tu dis, pour ces lectures-là, je vais utiliser ce port-là. Ok, donc ça veut dire qu'au niveau sur le port lecture-écriture, il va être toujours sur le primary. Exactement. Okay. Ouais, exactement. C'est pas. Je parlais de. Juste pour étendre un peu, je parlais de ProxyLite. L'idée, c'est ça. C'est pas, il va pas interpréter les requêtes, se dire ça c'est une requête de lecture, d'écriture, etc. Il fait pas ça. On est parti sur quelque chose de simple, deux ports. Donc a priori, on utilisera le port lecture-écriture. Et si jamais j'ai besoin de plus de performance au niveau lecture, moyennant une possible cohérence globale plus faible, parce que c'est la partie asynchrone, du coup, je vais escaler mes lectures avec l'autre port. Les micros. Pardon, oui. Et du coup, si c'est du multi-primary, en utilisant ce port lecture-écriture, ça va aller taper sur un des primary, un peu, enfin, en fonction de la stratégie. Du coup, exactement. Je pourrais avoir utilisé plusieurs ports d'ailleurs, okay. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est du round robin. Il n'y aurait que des primary et du coup, effectivement, ce sera un round robin sur mes primary. Ok, merci. T'en prie. Ici. Moi, j'avais une question sur le mode virtuel. Parce que dans le schéma qu'on a vu, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le cas où, donc, au niveau du scrutin, la majorité se passe bien et l'avant-dernier ou le dernier, par exemple, crash. Du coup, on perd une consistance de données à ce niveau-là? Non. Ça te va comme réponse? C'est ce que j'attendais. Et le pourquoi? Et pourquoi? Il faut le pourquoi aussi. Donc, tu pars de ce schéma-là, celui-là, par exemple. Okay. Là, c'est le node 3 crash, si la requête passe pas. Ouais, c'est pas grave. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut, c'est qu'une majorité des nœuds ait l'information. Donc, si le node 3 crash, il va être sorti du cluster. De toute façon, il a crashé, donc il ne sera plus dans le cluster de il se fait éjecter. Il se fait éjecter. Parce que la question, c'est si ça passe en primaire, du coup, si lui repasse en primaire. Non, il ne passera pas en primaire. Non. S'il crash, ou alors si jamais une requête, par exemple, ce qui peut arriver également de plus vicieux, c'est qu'une requête passe sur les autres nœuds et pas sur celui-là. Ça ne doit pas arriver, mais imaginons que quelqu'un ait fait une bêtise sur ce nœud-là. Il y aura un souci, il va être éjecté par les autres, parce que voilà, il est plus cohérent en fait. Tout à l'heure, vous avez dit, quand on était dans le cas de multi-primary, que si jamais il y avait un conflit, ça générait une erreur côté applicatif, et qu'en gros, c'était à l'applicatif de refaire la requête. Voilà, c'est pas une obligation, mais le cluster, lui, il dit juste est-ce que ça peut passer ou pas. Là, dans ce cas-là, ça ne peut pas passer parce que j'ai un conflit. Sa façon de régler le conflit, c'est simple, c'est l'ancien à gagner, donc la transaction la plus ancienne va passer, et l'autre ou les autres ne passeront pas. Donc effectivement, d'un point de vue applicatif, si tu récupères les erreurs, tu auras, a priori oui, tu auras cette erreur-là. Donc après, libre à toi. Soit tu vas rejouer ta transaction. Si ton application, en fait,
Il faut bien voir que là, on est en mode distribué. Donc surtout en mode single primary, finalement, c'est très proche du mode standalone. Mais quand tu es en multi-master, on est en mode distribué et ça change un certain nombre de choses. Donc c'est pas aussi trivial que ça en fait. Et en mode distribué, donc tu as d'autres contraintes. Et dans ce cas-là, de point de vue applicatif, normalement, tu es censé prévoir ces contraintes-là. Une des contraintes, c'est ça. C'est la requête qui pouvait passer. En fait, en mode standalone, elle ne passera pas, elle sera bloquée jusqu'à ce que soit un timeout ou elle est rollbackée ou elle passera après. Dans ce mode-là, tu auras cette erreur-là. Donc du coup, après, c'est à toi de voir si tu veux la gérer ou pas. En fait, j'avais mal compris. Donc, c'est quand on a deux requêtes différentes qui sont écrites sur... C'est deux requêtes sur deux nœuds différents, ou n nœuds différents, qui vont taper sur le même enregistrement. Et sinon, au niveau d'une seule requête, elle est écrite sur tous les primaries en même temps ou juste sur un seul? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais ça dépend si tu es en mode single primary ou pas. Si En mode de multi-primary. Okay. En fait, en mode multi-primary, donc tous tes nœuds peuvent accepter les écritures. Okay, donc tu peux écrire sur n'importe quel des nœuds. Si tu utilises le routeur, en fait, il fera du round robin. Donc il va écrire sur un nœud, etc. Tu peux utiliser plusieurs... Dans ta configuration, tu peux avoir plusieurs ports. Donc du coup, tu auras possibilité d'avoir des conflits. Mais en fait, après, le mécanisme, il est le même. Une fois que c'est écrit sur un nœud, c'est répliqué sur les autres nœuds. Donc tous les nœuds auront la même information. Et il écrit que sur un nœud. Il écrit que sur un nœud à la fois, oui. Et après, que sur un nœud à la fois, oui. Alors vraiment, dernière question. Okay. Moi j'ai une petite question sur le partitionnement réseau, la tolérance au partitionnement réseau en mode multi-primary et ce que ça implique sur le théorème de Cap là-dessus. Et quelle est la question? La question c'est est-ce que ça supporte la tolérance au partitionnement est-ce que ça tolère le partitionnement réseau? Ah, tout à fait. Est-ce que j'ai un... Ok. Donc là, typiquement, j'ai mes 3 nœuds. Ok. Si jamais je perds 2 nœuds d'un coup, on va dire le nœud 1 et le nœud 2, donc il me reste que le nœud 3, il est plus majoritaire. Donc là, le cluster ne peut pas prendre de décision. Et donc il se passe quoi dans ce cas-là? L'application, le cluster dit je suis en échec et Le cluster dit je suis en mode de lecture seul. Enfin, voilà. Je suis en mode je suis verrouillé, et donc il faut une intervention externe pour déverrouiller la partition qui reste. Ok, merci. T'en prie. Ils sont en retard dans l'autre salle, donc éventuellement une autre question. Bonjour. Bonjour. Vous parliez donc du stockage JSON. Ça existe depuis quelle version exactement? La 5.7. 5.7. Et du coup, est-ce que le but, c'est d'être similaire à des bases de données type MongoDB sur autre chose, c'est-à-dire d'avoir une interface, une API plus souple avec tout ce qui est agrégation sur autre chose ou... Ouais, alors après, je ne connais pas suffisamment MongoDB, donc je ne pense pas que ce sera ISO, l'idée c'est pas ça, mais l'idée c'est de pouvoir, donc on a un champ de type JSON, donc pouvoir utiliser du JSON au travers du SQL classique, comme on peut faire dans d'autres bases de données, mais également de bypasser totalement la couche SQL et d'utiliser donc des collections. Donc là, on parle plus de tables, mais de collections, et des collections qui seront qui vont contenir du JSON. Donc là, tu auras ton API et tu vas taper directement. En fait, tu manipuleras plus des tables. En fait, tu as le choix entre manipuler que des tables, mode relationnel, manipuler que des collections, mode document store, ou manipuler les deux. Donc c'est-à-dire qu'après, on peut requêter sur les champs des documents JSON, c'est ça? Est-ce qu'on peut filtrer? Est-ce qu'on peut... Ouais, après, alors, donc là, on peut en discuter par la suite, parce qu'on va mettre dehors. Mais en gros, oui, tu peux indexer le contenu, etc., et requêter, etc., etc. Ouais. Merci. Merci à tous. Faut que tu choisisses. Alors, là, me demande...